pratique et l'expérience plutôt avec Anas Hasnaoui. Comment tous ces chiffres-là, qu'est-ce que ça donne dans la réalité sur le terrain? Dites-nous un petit peu plus justement sur votre expérience et surtout, comme on l'a évoqué en introduction, les leçons tirées de la banque, de la microfinance conventionnelle. Si vous le permettez, je vais essayer de traiter dans le temps qui est consacré 4 points. D'abord faire un point de situation concernant aussi bien la finance islamique que la microfinance classique et islamique, puis parler des premières expériences dans la microfinance islamique en Afrique. Par la suite, parler de l'apparition d'un nouveau concept que je pense n'est pas seulement un concept de la microfinance, mais ça peut être un nouveau concept de la finance islamique. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, c'est la capacitation économique et l'impact de ce nouveau concept sur la finance islamique. Alors, si vous le permettez, concernant le point de situation, j'aimerais bien poser une question aussi bien concernant la finance islamique que concernant la microfinance islamique. Est-ce que nous sommes actuellement en face d'expériences réussies? Tout le monde parle de la réussite. Quand je vois les chiffres aussi bien des banques islamiques, quand je vois les chiffres aussi de la microfinance de 100 millions de clients, etc., donc on peut dire que c'est une expérience réussie. Mais si vous le permettez, j'aimerais bien juste s'arrêter à un point. Lorsque la finance islamique, ou bien la conception de la finance islamique, ou la conception des banques islamiques a démarré en 1975 par la création de la première banque privée, je ne parle pas des expériences de Ahmed Najjar ou bien de Tadamon ou Banque Ijtimaï, mais je parle des expériences de banques privées comme Dubaï et Banque islamique de développement. Quand elle a démarré en 1975, on a démarré avec un concept. Ce concept présente des offres sur le marché. Ces offres, elles présentaient 20 produits, je ne dirais pas 20 produits financiers, mais 20 produits éco-financiers. Un produit économique et financier. Parce que si vous le voyez, chaque produit financier islamique, finalement, ce sont deux opérations. Une opération économique et une opération financière. Je prends le murabaha que tout le monde connaît. L'opération économique, c'est l'achat et la vente. Et l'opération financière, c'est le prêt gratuit qui s'arrête au prix de vente. Donc, lorsque je fais une action de murabaha, finalement, je fais une opération d'abord commerciale, j'achète et je vends, et je prête, enfin, je vends en différent de montant. Donc, chaque produit financier, ce sont deux opérations, économiques et financières. Nous allons commencer avec ça. Et on disait que nous allons créer de la banque islamique, nous allons créer des banques participatives, nous allons créer des banques solidaires, nous allons créer des banques inclusives. Maintenant, 40 ans après, qu'est-ce que nous avons? Nous avons bien entendu beaucoup d'institutions financières. On parle aujourd'hui beaucoup d'institutions financières islamiques. On parle de plus de 700 institutions financières islamiques. Mais quels produits? Pratiquement toutes les institutions, toutes les banques n'utilisent que la murabaha. À 98% de leurs opérations, c'est soit le murabaha, soit le leasing. Donc, peut-on aujourd'hui parler de ce concept? Est-ce que nous avons réellement le même concept? Où sont les autres produits? Pourquoi nous ne sommes pas arrivés à les mettre en place? Est-ce que ces produits-là ne sont pas conformes au système économique? Ou bien le process que nous avons choisi, qui est la banque classique, n'est pas adapté à ce genre de produit? Ça, c'est une question que je pose. On ne va pas dire que, moi je suis contre ceux qui disent, nous avons commencé par la murabaha et demain, dans quelques années, ça va être le macharaka et les autres. Non, l'expérience nous a montré que ça fait 40 ans que nous avons démarré le murabaha et nous sommes restés à la murabaha. Tawarrok, il est né quelques années, maintenant il couvre pratiquement 40-80% du marché de Qatar, le pays qui l'a autorisé. 80%. On ne parle même plus de la murabaha. Donc ça, c'est un constat concernant la vie. Moi, à mon avis, nous n'avons pas réussi à présenter ce concept avec
tous ces produits parce que le process que nous avons choisi n'était pas un process adapté. Nous avons choisi un process de prêt et ce n'était pas un process adapté. Ça concerne la finance systémique. Maintenant, quand on parle de la microfinance. Quand on parle de la microfinance, aussi, ça a démarré dans les années 80 et aujourd'hui, nous avons plus de 200 millions clients. Donc, c'est un marché en pleine croissance. Mais lorsque je regarde un petit peu, nous avons des taux d'intérêt qui dépassent les 50%. Nous avons des institutions qui avaient comme objectif au départ de mettre en place un système de lutte contre la pauvreté, mais nous n'avons pas ce système de lutte contre la pauvreté. Vous prenez n'importe quel rapport financier ou rapport d'une institution de microfinance, il ne vous parlera pas de la richesse créée. Elle ne vous parlera pas des pauvres qui sont sortis de la pauvreté. Mais il va vous parler combien de crédits j'ai donné, combien de taux des impayés, combien j'ai gagné. Donc ce sont des institutions financières. À mon avis, aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que ces institutions de microfinance sont des institutions pour la lutte contre la pauvreté. Mais ce sont des institutions pour faciliter l'accès au financement et rendre cet accès accessible à tout le monde. Face à cela, donc, est arrivée la finance islamique. D'abord, quand on a posé la question aux institutions de microfinance, pourquoi ce taux d'intérêt aussi élevé que cela, ils ont dit, bon, c'est pour couvrir les charges. Et effectivement, parce que nous avons pris le process de la banque et essayé d'appliquer aussi avec les pauvres. Je reçois un client, j'étudie son dossier, j'étudie ses garanties et je lui donne un prêt. Bon, avec la banque, quand elle donne un crédit, elle donne un crédit de 1 million de dirhams. Donc, lorsque je passe 2 jours, 3 jours pour traiter ce dossier, le taux d'intérêt que je vais récupérer sur ce dossier va couvrir mes charges. Mais quand on parle de la microfinance et que je vais prêter des gens 100 $, donc ce 100 $ ne va pas couvrir. C'est pour ça qu'ils ont élevé les taux d'intérêt. Aujourd'hui, nous parlons de taux d'intérêt. BRAC, qui est un exemple, utilise aujourd'hui un taux d'intérêt de 66%, 20% flat rate, avec des paiements hebdomadaires, ça devient 66%. Lorsque nous avons dit, bon, maintenant, on va appliquer la microfinance islamique. Donc, on va éliminer le prêt avec intérêt et on va mettre en place la morabah. Donc, c'est la morabah qui a réussi dans les banques islamiques, c'est celle qu'on va utiliser. Avec ça, ils ont observé que si j'applique la morabah dans les règles de l'art, ça veut dire que je vais aller dans le marché, acheter ce qu'il a demandé, essayer de lui vendre ça. Ça veut dire que je vais appliquer un taux d'intérêt ou une marge bénéficiaire beaucoup plus importante que ce que les autres utilisent. Et les concepteurs de ce système sont arrivés à la conclusion comme quoi la finance islamique n'est pas adaptée à la microfinance. Ou bien ce process n'est pas le process. Là, à partir de là, la banque islamique, il a dit d'abord, je voudrais faire un nouveau concept. Je ne voudrais pas faire la même expérience que nous avons suivi pour les banques islamiques. C'est que nous avons pris des systèmes qui marchent, des systèmes financiers qui marchent, et nous avons essayé d'implémenter des produits de financement islamique. Il a dit, je vais partir d'abord. Quel est l'objectif de la microfinance? Pourquoi je veux faire la microfinance islamique? Deuxièmement, quel est le concept que je vais utiliser? Troisièmement, quel est le process que je vais utiliser? Et quatrièmement, quels sont les outils et les systèmes que je dois utiliser? Ça veut dire concevoir le système dans sa globalité. Elle est partie du concept en disant que je veux faire la microfinance pour la lutte contre la pauvreté. Ça, c'est l'objectif de la microfinance islamique qui a été initiée par la Bible. Donc, pour lutter contre la pauvreté, est-ce qu'il suffit de donner aux gens de l'argent, des crédits? Je ne pense pas. Parce que lorsqu'on parle d'un pauvre, la première chose, c'est qu'il est pauvre d'information. Deuxièmement, il est pauvre de formation. Et en troisième niveau, il est pauvre d'argent. Donc, pour le sortir de la pauvreté, il faut lui donner l'information, il faut lui donner la formation et il faut lui donner l'argent. Lorsque vous donnez à un pauvre un argent et que vous lui dites, bon voilà, c'est un crédit, bon finalement, il était pauvre, je lui ai donné un crédit, il est devenu un pauvre endetté. C'est pour ça qu'elle a dit, bon, je vais changer ce concept. Le premier point de contact avec le pauvre, c'est le projet d'investissement.
Une fois que nous avons identifié ce projet d'investissement, parce que le pauvre n'est pas capable d'identifier le projet d'investissement, le pauvre ne sait que copier ce que son voisin avait fait. Si son voisin avait acheté une voiture pour faire taxi, il va proposer la même chose. La banque elle-même, c'est les doter d'un département qui s'appelle aujourd'hui dans les différentes institutions que nous avons créées, un département qui s'appelle l'ingénierie de projet. Elle est en mesure de concevoir des projets. Ça, c'est le premier point. Deuxième, avec qui il va s'associer? Parce que le pauvre ne pourra pas travailler tout seul. S'il fait un projet, il faut qu'il s'associe avec des gens. Et aujourd'hui, personne ne veut s'associer avec les pauvres. Bien que dans notre civilisation islamique, il n'y avait pas cette séparation entre les riches et les pauvres. Les riches s'associaient avec les pauvres dans des affaires économiques. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, était associé avec Khadija, qui était disons, un businessman, qui avait de l'argent. Le prophète n'avait pas d'argent, mais il avait le savoir-faire. Donc, le travail que le prophète faisait avec Khadija, c'était la modaraba. Donc, il prenait son argent, il travaillait. C'était une forme de doing business with poor, faire des affaires avec le pauvre. Ça a été depuis cette époque-là. Donc, il faut chercher des amis avec qui s'associer. Troisièmement, le pauvre aussi a besoin d'une infrastructure pour pouvoir commercialiser son produit, pour pouvoir développer son produit. Et lorsqu'on parle des pauvres, on parle des pauvres dans les régions rurales, etc. Donc il faut traiter cet élément. Et troisième exclusion, c'est l'argent. Donc si on offre aux pauvres ces 4 éléments, l'idée de projet, avec qui il va s'associer, l'infrastructure nécessaire et puis un financement adapté, on pourra dire que nous allons réussir son transfert de la pauvreté à la richesse. La Ligue a conçu ce système. Nous n'avons pas aujourd'hui le temps de développer un petit peu en détail ce système, mais elle a développé. Elle a démarré dans des régions, disons, difficiles. Elle a démarré en Guinée, elle a démarré une expérience au Bénin, elle a démarré une expérience en Palestine. Si je parle aujourd'hui, après 3 années de cette expérience, si je parle de la Palestine, parlons d'abord des chiffres. La ville a démarré ce programme avec 10 millions de dollars. Aujourd'hui, ce programme gère 132 millions de dollars. La ville est restée à son niveau de 10 millions. C'était d'autres bailleurs de fonds qui ont vu un petit peu ce programme, qui ont vu ce résultat, et ils ont dit, bon, c'est le programme que nous voulons aujourd'hui appuyer. Ils ont participé. Il y a la Grande-Bretagne, il y a le Japon, il y a d'autres pays, GIZ, l'AFD, etc. Tous, ils ont contribué. Aujourd'hui, nous avons un fonds, un portefeuille, de 132 millions de dollars. Nous avons 16 000 projets créés en Palestine. Nous avons 33 000 emplois créés. Et ces différentes sociétés qui ont été créées avec ce programme de capacitation contribuent aujourd'hui au PIB de la Palestine avec 1,7%. Lorsque vous regardez un petit peu le projet échappé par le PNUD, par le Programme des Nations Unies, lorsque vous regardez le rapport des Nations Unies pour ce programme, elle vous dit combien d'emplois ont été créés, combien de richesses ont été créées, combien elle parle aussi de l'aspect financier, est-ce qu'il y a des impayés, est-ce qu'il y a... Aujourd'hui, ces différents projets créent pour l'économie de la Palestine plus de 50 millions de dollars chaque année. Avec ce concept, on a compris qu'aujourd'hui, nous avons 80% de notre population dans les pays islamiques sont des pauvres. Et si on s'amuse à faire des projets, des micro-projets pour les pauvres, on ne va pas pouvoir sortir, parce qu'on parle de millions. Nous ne pouvons pas faire des millions de projets. Et c'est là où la capacitation économique a réfléchi au financement collectif. Aujourd'hui, la microfinance islamique, à travers ce concept de la capacitation économique, n'est pas la microfinance, mais ce n'est pas obligatoirement le micro-projet. Nous avons un projet en Palestine de 50 millions, mais pour lequel il y a 22 000 familles qui vivent avec. 50 millions de dollars. Nous avons en Soudan un programme, un projet qui a coûté 7 millions, mais pour lequel il y a 1000 familles qui travaillent dans ce projet. Donc lorsqu'on parle aujourd'hui de la capacitation économique,
Ce n'est pas seulement le micro-projet, c'est la microfinance, parce que lorsqu'on subdivise un petit peu le montant global au nombre de bénéficiaires, on dépassera 1 000 $ ou 2 000 $. Mais ce sont des grands projets. Maintenant, quel est l'impact de ce nouveau concept? Si nous avons ce concept-là, et ce concept est appliqué par les banques islamiques, nous n'avons pas besoin de la microfinance finalement. Parce que la faiblesse des banques islamiques, c'est qu'elle n'est pas inclusive. Moi, j'étais avec certains banquiers, lorsqu'ils parlaient un petit peu pourquoi ils ont créé la banque islamique, ils ont dit pour répondre à un besoin des musulmans. Parce que les musulmans aujourd'hui cherchent quelque chose qui est conforme à la charia. Je lui dis, vous répondez aux besoins de 15% des musulmans. Les gens qui peuvent accéder à la banque islamique ne dépassent pas 15% dans le pays islamique. Ça veut dire que 85% des musulmans sont exclus de ce système que nous avons apporté comme un système alternatif. Donc nous ne pouvons pas dire que nous avons apporté une solution aux sociétés musulmanes. Nous avons apporté une solution aux riches peut-être des musulmans. Mais si la banque islamique, la banque commerciale islamique, travaille selon ce concept, bon, elle peut financer ses projets de 5 millions. Aujourd'hui, la Banque Al-Khortom, lorsqu'elle a créé une filiale de la capacitation économique, ça a changé même sa conception lui-même des affaires. Et il est en train de travailler avec d'autres. Et lorsque le Banque Al-Khortom a démarré, il avait 99% de la murabahat. Aujourd'hui, il n'a que 70%. Zaytouna, hier, on en a parlé, Zaytouna Bank a été créée avec, selon l'exposé qui a été, avec 15 millions de $. Maintenant, Zaytouna Bank est en train de créer une filiale avec 20 millions de $ pour la capacitation économique. Et nous n'avons, le vendredi dernier, on a fait le tour de table, on n'a pas trouvé de problème pour trouver des financiers, des gens qui acceptent d'investir. Il n'y avait pas que les banquiers avaient les hommes d'affaires, et les hommes d'affaires ont trouvé que c'est là ce que nous cherchons aujourd'hui. Ce qu'il faudrait, c'est un système économique, parce que l'apport de la finance islamique, c'est qu'elle a lié ces deux systèmes. Elle n'a pas séparé le système économique du système financier. Pour la finance islamique, c'est le même système économique et financier. Donc la capacitation économique, c'est la capacitation c'est l'approche qui va faire valoir l'aspect qui a été négligé chez les banques islamiques, qui est l'aspect économique. Je vais conclure, je pense que j'ai dépassé le temps, je vais conclure juste. Lorsqu'on applique la murabaha avec une approche de capacitation économique, je citerai l'exemple d'une IMF au niveau du Sénégal, qui était en train de prêter à des femmes 450 000 francs CFA pour acheter des machines à coudre. Lorsque nous avons travaillé avec alors, elle leur prête 450 000 francs CFA. Les femmes vont dans les marchés, ils achètent les machines à coudre de chez les Libanais qui existaient là-bas. Donc, elles payaient 800 000 $, 800 000 francs CFA. Lorsqu'elle a vu maintenant qu'elle doit faire la murabaha, et nous avons travaillé, c'est qu'elle a elle-même acheté 150 machines. Lorsqu'elle les a achetées, elle les a achetées 150 000 francs CFA. Elle a rajouté sa marge bénéficiaire, elle les vendait avec un paiement différé à 180 000 francs CFA. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ce que les banquiers ne connaissaient pas. La murabaha, dans le départ, n'était pas un produit pour le financement. C'était un produit où j'achète l'expertise de quelqu'un pour acheter quelque chose. Je lui dis, achète-moi cela, et je vais vous payer. Et je lui paye cash. Et en effet, au Sénégal, des femmes qui avaient pris un emprunt de chez les autres IMF sont venues à cette IMF elle-même et achetaient les machines à coudre à 180 000 et payent cash. Donc elle a fait 30%, ou là elle avait fait 20% sur place, pas sans différence. Voilà, je conclue avec ça, c'est aussi.